Allez, nous partons pour Calais avec ces bourgeois de Calais, Michel Bernard. Deux mots sur vous, énarque, carrière dans la préfectorale. Alors désormais vous êtes en disponibilité, c'est ça pour vous? Et même en retraite depuis 6 mois. Ah bon, bah bravo, félicitations. Donc tout le temps de vous consacrer à l'écriture, vous avez une œuvre déjà abondante derrière vous. Alors ici évidemment vous racontez la genèse de la célèbre sculpture des bourgeois de Calais et de l'amitié, on y reviendra aussi, qui va se nouer à cette occasion entre le commanditaire, qui était le maire de l'époque de Calais, Omer de Wavrin, et Auguste Rodin. Pourquoi cette obsession, Michel Bernard, pour les bourgeois de Calais? Je parle de l'œuvre, de la sculpture. Je crois que c'est pas trop difficile à comprendre. C'est une œuvre extraordinaire. Elle a été imaginée par Rodin en 1884. Vous vous rendez compte? Vous sortez une œuvre comme ça aujourd'hui, tout le monde vous dit que c'est fort. Ça ne vieillit pas. Et alors, il faut imaginer à l'époque l'effet que ça a pu produire. Et quand j'ai découvert que c'était le maire de Calais qui avait passé la commande, c'était le maire de Calais qui avait choisi Rodin, et que lorsqu'il a présenté la maquette à Calais au mois de janvier 1885, eh bien, le conseil municipal était d'accord. Ça, c'est stupéfiant. Alors, du coup, Rodin a évolué, il a remodifié sa maquette, et le conseil municipal n'était plus d'accord. Mais là, on entend dans le roman qui raconte la création de cette œuvre extraordinaire. En quoi, on peut peut-être le redire, en quoi elle est extraordinaire et totalement novatrice, elle vient bousculer tous les codes de l'époque pour ces statues commémoratives. Il suffit de regarder les statues qui sont à Lille. Je suis allé faire un tour au musée des Beaux-Arts, je suis passé devant la statue de Faidherbe, ultra classique, c'est beau, hein, ultra classique, le cavalier à cheval, et cette forme en hauteur, hein, avec un piédestal élevé, le général est à 2 mètres de haut. Alors que là, ils sont de plein pied. Quand on va au musée Rodin, ils sont de plein pied. Quand on va à Calais, ils sont quasiment de plein pied sur la place. Et ils sont tous, les 6 hommes sont au même niveau. Il y a un leader, il y a un chef, c'est Eustache de Saint-Pierre, le barbu le plus âgé. Et initialement, la mairie, le maire avait commandé un monument pour Eustache de Saint-Pierre, représentant les 6 bourgeois, un seul. Et lorsque Rodin est venu avec sa proposition, il avait fait les 6. Et tous au même niveau. Ça, c'était vraiment radicalement nouveau. Et puis, par ailleurs, lorsqu'on les regarde, les postures ne sont pas du tout héroïques. Ce sont des hommes qui sont face à l'angoisse de la mort, hein, qui s'y abandonnent ou qui essaient d'y résister. Mais ils sont héros dans le choix qu'ils ont fait. Mais là, on les prend après le choix. C'est-à-dire, ils réalisent qu'ils vont mourir. Hein, ils sont sortis du geste héroïque et ils sont après le geste héroïque. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mourir. Et c'est là que Rodin les saisit. Donc ce ne sont pas des héros. Ce sont des hommes qui sont face à la mort. C'est-à-dire qu'ils sont comme tout le monde. Hein, c'est une œuvre qui représente la condition humaine. Hein, et alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il rompt avec l'académisme, c'est-à-dire que les proportions ne sont pas respectées. Les mains, les pieds sont anormalement importants par rapport au reste du corps. Hein. Et puis, le réalisme dans les chemises est un peu... On se demande parfois, sur certains personnages, comment fait la chemise pour tenir, quoi, hein. Voilà. On est déjà en train de passer de l'autre côté du réalisme. Et donc, c'est effectivement une révolution dans la sculpture. Et cette révolution, est à l'origine de cette révolution, le maire de Calais. Et il est notaire, un bourgeois. Voilà, parlons-en, parce que c'est la vraie découverte du livre. C'est un notaire, c'est un bourgeois. Donc voilà, c'est l'incarnation du conformisme le plus établi. Et pourquoi a-t-il l'idée d'aller chercher Auguste Rodin, qui d'ailleurs à l'époque n'est pas au fait de sa carrière et de sa réputation? Il est connu dans les milieux artistiques à Paris, où on parle de lui comme un type costaud. Mais hors le milieu artistique parisien et des amateurs d'art, le petit groupe d'amateurs d'art parisiens, il est totalement inconnu. Et c'est un sculpteur de Calais qui connaît Rodin, qui dit au maire, vous devriez demander à celui-là, il est fort. Et donc le maire
prend le train et descend à Paris et il va voir Rodin dans son atelier. Et là, on ne comprend pas pourquoi, en tout cas, 3 mois après, c'est Rodin qui a la commande. Je pense, enfin, il y a un coup de foudre. Ce brave notaire de province, il a... Très vite, on voit que la correspondance évolue. Parce que j'ai écrit à partir de la correspondance entre Rodin et le notaire. Ce notaire, il a le sentiment qu'il est face à un génie, tout de suite. Alors, cette première rencontre entre Auguste Rodin et Omer de Wavrin, eh bien, on va l'écouter sous votre plume et lue à nouveau par Anne-Sophie. Les verrières, sous le jour d'octobre, éclairaient un capharnaüm où se tordaient des formes humaines d'une blancheur éclatante. Il y avait des troncs, des torses pas toujours surmontés d'une tête, des bras, des jambes, des ailes, des vagues de pierre. Cela évoquait une morgue bouleversée par un tremblement de terre, le chant d'une bataille éteinte par la neige, une ville en ruine et ses habitants saisis dans leur fuite par une pluie de cendres. Un courant d'air sibérien suggérait surtout les fantaisies matinales d'une gelée sévère. Au milieu de cette foule, où trop sollicité, le regard ne reconnaissait rien, il y avait une femme nue, vivante. Elle se tenait près du poêle. Sa chair paraissait plus blanche sous la noire chevelure montée en chignon et l'ombre mousseuse du pubis. Le modèle tendait ses bras à la chaleur, y baignait son ventre, ses épaules, sa gorge. Elle n'était pas très grande, le corps bien proportionné, dense, la poitrine et les fesses rondes. Elle regardait tranquillement le visiteur qui se décoiffa. Il avait rougi. Sans hâte, en se retournant pour approcher ses reins au plus près du métal brûlant, la jeune femme saisit le peignoir jeté sur une chaise et le revêtit. Le maire devina une autre présence. Il avait perçu une sorte de grognement, comme un chien assoupi. Un homme de petite taille, massif, barbu, les cheveux drus et courts, était derrière lui. Rodin fit couiner en la faisant pivoter la sellette sur laquelle était fichée une tête en terre. De ses pupilles creusées dans 2 noisettes d'argile, elle regardait le notaire. Le sculpteur continuait d'appuyer les pouces dans la glaise, de les vider, l'amincir et la renfler du bout des doigts, y planter les ongles pour en extraire des rognures. À la surface, les ombres frémissaient, se déplaçaient. Enfin, toujours silencieux, évaluant le bloc de terre à la face humaine, il frotta ses paumes sur sa blouse. Le maire s'avança, le chapeau devant lui, comme pour un salut prolongé, en s'appliquant à faire du bruit sur le sol damné. Rodin se retourna, plissa les paupières, puis quitta son haut tabouret, essuya une main grumeleuse dans un chiffon et la lui tendit en s'excusant. Après un instant d'hésitation, le maire ôta son gant avant de la serrer. Alors là, on voit parfaitement dès cette scène et cette première rencontre tout ce qui éloigne ces 2 hommes. Et pourtant, de là va naître ce chef-d'œuvre de la sculpture et une formidable amitié que vous racontez aussi. Voilà, il est complètement myope, Rodin. C'est pour ça qu'il il attend que le maire soit arrivé près de lui. On le voit un peu plus tard. Oui, alors le maire est d'abord déstabilisé. Il arrive de Calais, 1884, et il y a le modèle tout nu au milieu de l'atelier. Il fait froid en plus, hein, mais il y a le poêle. Donc il est déstabilisé, et après il se trouve face à cet homme qui lui fait visiter l'atelier, qui lui montre, et l'autre n'y comprend rien. Mais il sort de là, et il est persuadé que c'est Rodin qui va faire non seulement c'est Rodin, mais que ça va être un chef-d'œuvre. Et pendant 10 années, il va travailler, il sera battu aux élections, il reviendra 10 ans plus tard pour inaugurer le monument, mais surtout il va travailler au financement de l'œuvre. Et à la relance constante de Rodin. Parce que Rodin, sa notoriété grandit, il a de plus en plus de commandes, hein, et il se disperse. Enfin, il est à fond dans ce qu'il fait, mais il est à fond dans un tas de choses. Voilà. Et donc le maire de Calais vient régulièrement le voir dans l'atelier en disant « alors où ça en est ?» Alors il voit 1 bourgeois, 2 bourgeois, 3 bourgeois, il en faut 6. Voilà, il y a toutes ces péripéties. Et l'amitié grandit entre ces 2 hommes, qui sont très différents. Ce que je le réalise en parlant, mais ce qui je trouvais intéressant dans cette histoire, c'était de voir
de mettre en situation un homme normal, un grand homme, hein, c'est un maire qui a de l'envergure. Hein, c'est pas n'importe qui, c'est un homme énergique, intègre, tenace, intelligent. Mais de mettre cet homme normal face à un génie. Et donc un monstre, comme tous les génies. Un monstre. Alors au plan humain, assez spécial, mais surtout un génie créateur. Hein. C'est un mot un peu galvaudé, le mot génie, génial. Il faut le réserver à des hommes du type de Rodin. Hein. C'est-à-dire des gens qui créent quelque chose ex nihilo, qui inventent. Hein. Il y a beaucoup d'artistes, mais il n'y a pas beaucoup de génies. Hein. Les artistes copient entre eux, ils s'influencent, etc. Dans le cas de Rodin, on ne sait pas d'où ça sort. Hein. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'ai vu un film qui m'avait beaucoup impressionné. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'est l'école qui nous y avait emmenés. C'était Les Rendez-vous du Diable de Haroun Tazieff. Eh bien, c'est ça, un génie. C'est-à-dire qu'il y a la surface de la Terre, avec des hommes normaux, et puis il y a des endroits où ça bouillonne, où la substance profonde remonte et est vivante, et en action. Vous voyez, je voyais ça dans le film. Hein, tous ces hommes avec des combinaisons et qui se penchaient pour voir l'intérieur de la Terre. Quand on est face à des œuvres comme celle-ci, on voit l'intérieur de l'esprit humain. Vous voyez, la couche est très très mince là. Et vous êtes fasciné. J'évoquais tout à l'heure l'année 1913, là il y avait beaucoup de trous de lave. Hein. Mais quand vous écoutez le Sacre du printemps de Stravinsky, on ne sait pas d'où ça sort. Hein. Vous êtes face à un gros cratère de lave. Hein. Et ça reste bouillonnant. C'est ça que je trouvais merveilleux. Et il faut des hommes forts pour ça. Haroun Tazieff pour les volcans, mais là, le maire, c'est un homme fort, très fort. C'est un grand homme. Hein. C'est pas un petit élu de province. C'est un sacré bonhomme. Hein. Parce que sans lui, c'est certain. Et Rodin le disait lui-même, les bourgeois de Calais n'existeraient pas. Alors, pourquoi roman ? S'il écrit roman sur la couverture de ce livre, en quoi, où se fait la bascule entre parce que finalement ça pourrait être un essai, un récit historique et le roman. C'est très simple. Si vous écrivez Rodin ouvrit la porte, c'est pas un roman. Tout le monde, tous les lecteurs voient des choses énormes. Ils sont bombardés d'impressions. Ils voient Camille Claudel dans le coin. Enfin, on voit un tas de choses. Hein. C'est tout un monde qui s'ouvre. Rodin ouvrit la porte. Mais quand vous écrivez Omer de Wavrin ouvrit la porte, chez le lecteur, il ne se passe rien. Et ça, c'est mon boulot. Hein. Et alors, la difficulté, c'est que l'un n'écrase pas l'autre. Et très vite, vous savez, on part on est tous pareils, hein, on part de ce qu'on a oublié, en fait, hein, comme tu le disais. Hein. On lit et on oublie, et c'est l'oubli qui est créateur. Donc on part sans trop savoir où on va, mais très vite, au deuxième chapitre, je me suis dit, le héros de mon livre, c'est Omer de Wavrin. C'est lui, le grand homme. Hein. Et j'espère qu'à la fin du livre, enfin, je conduis mon lecteur comme ça, pour qu'il mesure, comment dirais-je, la force de cet homme. Rodin, lui, le génie, fait monter l'inconnu à la surface du monde, mais c'est bien grâce au maire que Rodin peut le faire. Hein. Et après, on parle tout le temps de Rodin, on fait des expositions de Rodin, il est très célèbre, etc. Mais l'homme grâce à qui ça a été possible, on l'oublie. Voilà. Tout le monde a oublié Omer de Wavrin, sauf les historiens de l'art. Hein. Au musée Rodin, il y a un petit culte autour d'Omer de Wavrin. Tout le monde sait, les conservateurs connaissent Omer de Wavrin, c'est un grand homme. Voilà. C'est le privilège et tout le talent du romancier de redonner toute sa place à ce petit notaire, grand-maire de Calais. Et un livre est vivant. Peu de temps après au moment où il partait à l'impression, un ami, qui est un spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, me dit « Mais tu sais, ton Omer de Wavrin, c'est le grand-père de André de Wavrin, je crois qu'on dit dans le Nord, le colonel Passy. C'était le chef des services secrets à Londres.
Le 18 juin, il était à Londres, il entend l'appel, puisqu'il se trouvait avec le corps expéditionnaire de Narvik, et tout de suite, il est allé voir De Gaulle, et il a dit « Je suis votre homme ». Et la dernière chose, c'est qu'il y a 3 jours, il y a un monsieur qui a téléphoné à mon éditeur en disant « Je suis un arrière-petit-fils de Omer de Wavrin, et j'ai rendez-vous avec lui dans quelques jours. Donc je vais vérifier si l'homme que j'ai construit colle avec les souvenirs familiaux. » Michel Bernard, Les Bourgeois de Calais, aux éditions La Table Ronde.